Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Geek en série. Alors, comme d'habitude, parce que depuis le Covid c'est la folie, il nous arrive de temps en temps d'avoir des petites inspirations, des petits coups comme ça, et de modifier un peu ce qui était prévu. Je vous avais parlé au départ d'un petit duo de séries qui devait arriver. Finalement, ça va pas arriver de la façon dont ça devait arriver. Oui, je sais, je suis très mystérieuse d'entrée, mais vous inquiétez pas. Donc je m'excuse si des fois j'annonce des choses et que le programme change. C'est les aléas de la vie. Et là, ça change parce que, écoutez, j'avais envie de vous proposer une petite émission en solo pour vous parler d'une série culte et d'un personnage culte de la télévision, puisque j'ai envie de vous parler de ma sorcière bien-aimée, alias en VO Bewitched. Magnifique accent, vous voyez, en anglais c'est magnifique. Pourquoi j'ai envie de vous en parler ? Parce qu'il se trouve que Sister, en ce moment, depuis le début du mois d'octobre, rediffuse la série pour la première fois en HD. Et j'avais déjà commencé avant à revoir des épisodes, parce que c'est vrai que c'est une série dont on me parle souvent. Voilà, vous avez envie qu'on parle de cette série-là. Donc j'avais commencé à me repencher sur le sujet. Et quand j'ai vu que c'était rediffusé en HD, j'ai resuivi des épisodes sur Sister. Et j'ai ressenti vraiment le besoin d'en discuter avec vous parce que j'ai noté plein de petits points intéressants. Donc on va se faire ça tous ensemble. J'espère que l'émission vous intéressera et que vous aurez envie, pourquoi pas, de continuer la discussion avec moi. Je serais très curieuse d'avoir votre avis sur cette série culte. Avant de commencer, quelques petites annonces. Au niveau de nos productions, donc au niveau des productions de James Fay, si vous vous rappelez, on a commencé la saison de Geek en série avec une émission sur Dune, la mini-série, donc l'adaptation en mini-série par Sci-Fi, et je vous avais dit que ça serait la première partie d'un gros dossier qui servira en fait à parler de toutes les adaptations de Dune. Donc on a consacré 2 émissions aux Dune de Lynch et une autre aux Dunes donc de Denis Villeneuve. On a fait ça dans le cadre de notre émission ciné. On a supprimé les rushs. Donc ça avait été enregistré en live sur Twitch. Et donc là, on a les émissions qui vont bientôt arriver sur le flux. Peut-être même que quand cette émission sortira, il y en aura peut-être déjà une de dispo. Donc en tout cas, si vous voulez un peu poursuivre la discussion que l'on avait eue sur cette adaptation de Dune, vous pourrez retrouver les participants de cette émission dans ces 2 émissions-là. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera, que vous aurez toujours envie de venir en discuter avec nous. Et je vous remercie encore pour les retours que j'ai eus sur le Geek en série, sur la mini-série de Dune. C'était très très intéressant d'avoir vos réactions, donc je vous remercie encore. Au niveau des annonces, je pense que je n'ai rien oublié. Je remercie également, j'en profite, les personnes qui sont au rendez-vous toutes les semaines et qui partagent nos émissions sur les réseaux sociaux. Ça nous aide beaucoup, ça permet de faire connaître l'émission, ça permet d'avoir une belle communauté qui s'agrandit avec de belles discussions. Donc encore une fois, je vous remercie beaucoup. Et écoutez, chers amis, je vous invite donc à parler avec moi de ma sorcière bien-aimée. Commençons d'abord avec un petit bout de générique. Elizabeth Montgomery in Bewitched. Et c'est parti. Alors, je vais commencer
comme toujours, par vous parler un peu de la série, de sa création, et de replacer le contexte, parce que je pense que ça va être assez intéressant pour toute la partie analyse. La série Ma sorcière bien-aimée, donc en VO Bewitched, a été créée par Sol Sachs, donc qui est en fait une personne, il me semble, qui vient de la radio et qui a travaillé sur pas mal de petites sitcoms américaines comme My Favorite Husband, Mr. Adam et Eve et I Married Joanne. Il a également écrit un film pour Gary Grant qui s'appelait Walk Don't Run, que je n'ai pas vu, mais j'espère tomber un jour dessus. Donc la série au départ, elle a été inspirée de différents films, du Magicien d'Oz, avec notamment la sorcière Glinda, vous savez, qui est la sorcière blanche pure, gentille et compagnie. Mary Poppins aussi a également inspiré le film pour tout ce côté un peu magique et ce côté un peu féerique et cette aura qu'a Julie Andrews dans le film, et également un film qui s'appelle, alors attendez que je vous retrouve ça, c'est J'ai épousé une sorcière en français, qui est l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse donc d'un humain et qui est une sorcière, et en fait au fur et à mesure qu'elle va tomber amoureuse de cet humain, elle va perdre ses pouvoirs petit à petit. Donc c'est le postulat, c'est une comédie, mais voilà, c'est le postulat de cette histoire, et c'est ce qui a inspiré donc la série Ma sorcière bien-aimée. C'était un peu pour surfer sur une vague de comédie comme ça, de films de sorcellerie. Il y a également un film avec Kim Novak, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, celle qui est dans... peut-être je vous dis des bêtises, chers amis, vous me corrigerez. Celle qui est dans le film de Hitchcock, là. Oh là là. Je retrouve plus le nom en français, ça y est. Mais vraiment, je suis affreuse. Ça commence bien, cette émission. Enfin bref, il y avait un film aussi donc avec cette actrice où c'est pareil, c'était une sorcière qui voulait... il y avait James Stewart avec elle dedans. Donc voilà, c'est une sorte d'une sorcière qui veut devenir humaine, et en fait pour devenir humaine il faut qu'elle tombe amoureuse, et en tombant amoureuse elle perd ses pouvoirs. Donc il y avait toujours cette figure de la sorcière qui revenait de temps en temps. D'ailleurs je vais vous citer un documentaire que je vous conseille et qui est en relation, vous allez voir plein de thématiques qui vont revenir avec la série. Le documentaire s'appelle je crois Des sorcières à Hollywood, et vous pouvez le voir en ce moment sur OCS si vous êtes abonné. Je vous le conseille, c'est très intéressant. Mais voilà, ça montre que déjà à cette époque-là, dans les années 60, même avant, la figure de la sorcière était une figure qui était toujours très présente à Hollywood, mais ce qui changeait, c'est qu'on commençait à la voir de façon positive. C'était plus, vous savez, la sorcière comme dans Blanche-Neige, quoi. C'était un peu autre chose. Donc voilà un peu le postulat de départ. Alors pour continuer sur la création de Ma sorcière bien-aimée, il se trouve que donc... au début des années 60, vers l'année 63, il y avait William Asher, donc qui est un producteur et un réalisateur, et qui a été l'époux d'Elizabeth Montgomery. Donc lui, vous le connaissez, donc il a réalisé des épisodes de I Love Lucy, c'est comme ça qu'il a commencé, qui est une sitcom très très célèbre. Après, il a enchaîné pas mal de petits films, et il a aussi réalisé beaucoup d'épisodes de séries, comme par exemple Un shérif, fais-moi peur. Donc à cette époque, il était marié depuis pas très longtemps avec Elizabeth Montgomery, et ils cherchaient tous les deux un programme à produire. Ils avaient envie de travailler sur une série télé. Donc pour ça, ils sont allés à la rencontre de Columbia pour proposer un projet de télévision. Et en fait, leur projet a été rejeté, mais à la place, on leur a montré ce projet de Ma sorcière bien-aimée, parce qu'ils étaient à la recherche d'une actrice. Et il se trouve que les deux ont bien accroché, donc ils se sont impliqués là-dedans. Et donc la série, le premier épisode a été diffusé en 64. La série compte 8 saisons, elle s'est terminée en 72, elle a été diffusée sur ABC, elle compte 254 épisodes de 25 minutes, et il y a 74 épisodes qui sont en noir et blanc. Donc ça, c'est un peu pour le postulat de base. Je vais en profiter pour parler de la diffusion en France, comme ça c'est fait
et on est tranquille et on continue un peu à parler de cette production fantastique. Donc ce qui est intéressant, c'est que la série a été diffusée pour la première fois en 66 sur la première chaîne de l'ORTF. Ils avaient sélectionné 13 épisodes de la saison 1 qu'ils ont diffusés. Ensuite, entre 69 et 73, ils ont diffusé 13 épisodes supplémentaires, cette fois-ci sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Ensuite, la série est revenue avec un peu plus d'épisodes en 74 dans l'émission La Une est à vous. Puis, de 76 à 77, la série a été diffusée sur Antenne 2 et elle servait en fait de bouche-trou quand ils n'avaient pas de programme disponible, paf, ils balançaient un épisode. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, je le répète encore une fois, ils n'avaient pas tous les épisodes de la série en entier. Ils n'avaient pas tout acheté. Il a fallu attendre 87 avec la première diffusion de la série sur M6 pour que justement les épisodes qui manquaient soient ajoutés au fur et à mesure des rediffusions. Ce qui fait que maintenant, vous pouvez redécouvrir la série dans son entièreté sur Sister en HD et vous pouvez aussi la trouver en édition DVD. Je sais pas encore s'ils ont sorti des éditions Blu-ray, mais écoutez, pourquoi pas. Donc je trouve ça plutôt intéressant de voir que justement au départ les séries c'était pas du tout diffusé comme maintenant, qui prenaient des petits bouts comme ça. J'imagine même pas le spectateur qui essayait de suivre, ça devait être compliqué. Mais écoutez, c'est la vie. Et donc, c'est quand même, comme je vous le disais, aussi une série qui a été archi diffusée, rediffusée sur M6. Vous l'aviez par exemple le midi pour déjeuner, parfois le soir avant de se coucher. C'est un peu comme La Petite Maison dans la Prairie, ça fait partie des programmes phares de la 6 et c'est c'est ce qui a permis justement de pouvoir, nous, nouvelle génération, découvrir les aventures de Samantha Stephens. Et j'avoue que c'est une série quand même qui m'a toujours accompagnée, que j'ai connue enfant donc, et que j'ai revue plusieurs fois, qui m'a accompagnée dans mon parcours de femme. Et j'avoue que plus je vieillis, plus j'apprécie cette série. Et c'est vrai qu'au départ, moi j'avais une opinion assez, on va dire, tranchée. On va en parler dans quelques instants. Et vous verrez que finalement la série est plus complexe que ça. Je vais quand même vous faire le petit pitch avant de vous présenter un peu plus en détail les personnes impliquées dans la série. Donc le petit pitch, c'est Samantha Stephens, qui est une sorcière qui a des milliers d'années, qui décide finalement d'aller vivre parmi les humains. Et là, elle va rencontrer donc un homme qui s'appelle Jean-Pierre Stephens en français, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait le prénom dans la version originale de Jean-Pierre, c'est Darin Stephens. Voilà, ils ont francisé les noms, ils ont un peu arrangé. Donc bon, voilà, et ils ont un peu changé quelques trucs, mais sachez que Jean-Pierre, donc c'est Darin. Donc des fois, quand vous voyez des séries télé où on vous dit tiens, tu ressembles à Darin ou je sais pas quoi, et vous comprenez pas, sachez que c'est Jean-Pierre. Donc bref, ils tombent amoureux tous les deux, ils se marient et le soir de la nuit de noces, Samantha annonce à son époux qu'elle est une sorcière. Alors bon voilà, un peu de surprise, mais finalement il accepte, mais il lui dit ok, pas de problème, mais il faut plus que tu utilises tes pouvoirs, il faut que tu fasses les choses comme une humaine. Et elle accepte. Et ça, c'est le début de la série, le pitch. Donc, on va suivre leur vie maritale avec les ennuis de famille, avec la vie du quotidien, la magie qui s'en mêle, et plein de choses comme ça. Donc, voilà le postulat de base. Je rappelle que c'est une comédie. C'est rigolo, c'est gentillet. On va en parler plus en détail. Alors, je vais quand même vous présenter un peu plus qui joue dedans, qui fait quoi. Parce que je trouve que c'est important de présenter en premier Elizabeth Montgomery, donc qui joue Samantha, et aussi le personnage de Serena, un peu plus tard sa cousine. Alors, elle est née en 1933 et elle est morte en 1995. C'est la fille d'un acteur qui s'appelait Robert Montgomery, et sa mère était une comédienne de théâtre du nom d'Elizabeth Bryan Allen. Elle a dit qu'elle avait toujours eu une vie assez privilégiée et que dès sa jeunesse, elle s'était intéressée à l'art dramatique, ce qui a causé quelques petits problèmes avec son père qui voulait qu'elle fasse autre chose. Mais finalement, à 19 ans, il cède et il décide un peu de l'aider à rentrer dans ce milieu-là. Il avait une émission qui s'appelait le Robert Montgomery Present, qui était un peu une émission avec des histoires, un peu une anthologie,
comme par exemple la 4e dimension. D'ailleurs, je crois qu'elle a apparu dans un épisode de la 4e dimension. Et au final, donc sa fille jouera 30 fois dans cette émission. Ensuite, en 56, elle ira à Broadway où elle aura un gros succès. Elle fait également un film qui s'appelle Condamnée au silence de Otto Preminger. Et en 63, The Rencontre, puisqu'elle tourne un film qui s'appelle Johnny Cool, qui est réalisé par un certain William Asher. Et donc là, rencontre, amour fou. Elle divorce de son premier mari pour l'épouser. Et ensemble, ils auront 3 enfants. Et ils se sépareront par contre à peu près 2 ans après la fin de la série. Donc de 64 à 72, elle tourne dans Ma sorcière bien-aimée. Ensuite, quand la série se finit, elle veut absolument changer de registre. Elle ne veut plus entendre parler de rôle dans le style de Samantha ou de la série. Elle refuse par exemple des épisodes un peu de retrouvailles ou autre. Elle veut vraiment faire autre chose. Donc là, elle va pas mal jouer à la télévision. Elle fera des téléfilms, des petites apparitions. On la verra au cinéma quand même encore en 76 dans le film Dark Victory avec Anthony Hopkins. Dans les années 90, alors elle va affirmer ses opinions en public, c'est-à-dire que on va découvrir qu'Elizabeth Montgomery a toujours été une femme très engagée pour la défense des droits des femmes, mais aussi des gays et des lesbiennes, puisqu'en fait elle soutient son ami, donc le deuxième Jean-Pierre, qui s'appelle, hop, je vous redonne le nom parce que ça y est, moi je perds tous mes noms. Ça y est, c'est pas Dick York, c'est l'autre. Oh là là, je l'ai noté. Non, alors attendez. Voilà, c'est Dick Sargent, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Je commence mal déjà, les amis. Donc en fait, elle soutient son ami Dick Sargent qui profite dans les années 90 pour faire son coming out. Et comme ils sont très très amis, voilà, depuis la série, elle le soutient. Elle soutenait également aussi l'acteur qui jouait l'oncle Arthur, qui était aussi gay et qui le vivait pas très bien, surtout dans cette société de fin des années 60-70. C'était un peu compliqué, mais en tout cas, c'est vraiment une personne qui a toujours été comme ça dans l'écoute et l'entraide. Donc c'était vraiment une grande dame. Malheureusement, elle nous a quittés en 95 d'une suite d'une terrible maladie foudroyante. Mais c'est quand même devenu une icône de la télévision qui a su traverser les générations. C'était vraiment une personne... Quand vous voyez les épisodes de la série, on voit vraiment un grand charisme qui sort d'elle. Elle a vraiment un regard hypnotisant. Elle a un jeu incroyable. Enfin, elle a plein de petites mimiques mignonnes. Enfin, on sent l'intelligence. Enfin, elle transmet beaucoup d'émotions. Et c'est vraiment une actrice que j'appréciais et qui est, je trouve, un des éléments importants de la série. Je pense que sans elle, Ma sorcière bien-aimée n'aurait peut-être pas eu le succès qu'elle a eu. Alors un autre personnage important aussi pour cette série, c'est Dick York, qui jouait le premier Jean-Pierre Stephens, / en VO, n'oubliez pas Darin. Donc Dick York, il a joué dans les saisons 1 à 5. Donc lui, il a débuté dans le cinéma en 55 dans le film de Jack Lemmon, Ma sœur et du tonnerre. Et en 59, pendant le tournage du film Ceux de Cordura, il va avoir un terrible accident qui va le laisser tout le temps avec des douleurs de dos et qui fait qu'il devra prendre énormément de médicaments au point de devenir un peu accro aux antidouleurs, ce qui va poser des soucis pendant le tournage de la série. Il y a des moments où ça va devenir tellement fort où il pourra plus bouger. Où il fallait trouver des astuces pour faire que Jean-Pierre ne soit pas présent dans un épisode, ou qu'il ne peut pas bouger, ou qu'on ne le voit pas. C'était assez compliqué au niveau du comportement. Alors j'ai trouvé des déclarations d'un des producteurs de la série qui disait aussi que c'était compliqué parce que Dick York avait des sentiments pour Elizabeth Montgomery. Et au niveau de la saison 3, c'était tellement compliqué parce qu'il y avait limite du harcèlement
que l'actrice avait un petit peu envie qu'il soit viré. Mais en fait, c'était surtout, ce genre de problème, c'était surtout occasionné par sa dépendance. Et finalement, à la fin de la saison 5, il décide de quitter la série parce qu'il ne peut plus du tout tenir. Donc il s'en va, il va faire beaucoup de séjours en hôpital, en cure et autres, à cause de problèmes. On va le retrouver dans les années 80, dans une meilleure santé, on va dire, c'est un grand mot. Mais en tout cas, on va le revoir dans les années 80 où il fera beaucoup d'apparitions dans plein de séries, comme par exemple, L'Île Fantastique. Sinon, il a une fin de vie un peu compliquée, puisqu'à la suite de mauvais investissements, il va finir ruiné. En plus, de nouveau, il sera rattrapé par la maladie, et en fait, il va utiliser ses derniers jours pour essayer d'aider les SDF, les choses comme ça, à essayer de s'en sortir. Donc, il a essayé vraiment d'utiliser son expérience pour pouvoir aider les autres. Donc voilà, une vie pas très très joyeuse. Alors ensuite, pour le remplacer, donc on a eu un second Jean-Pierre, donc le fameux Dick Sargent. Alors lui, en fait, il est surtout connu pour cette série-là. Après, il a fait beaucoup d'apparences dans plein de séries, La Croisière s'amuse, tous les trucs habituels. Et donc lui, c'est un peu, il est connu aussi parce qu'il a fait son coming out dans les années 90, à un moment où ça se faisait encore pas trop. Et il a été quand même assez engagé dans la cause. Alors après, au niveau des autres personnages, dans le rôle d'Andorra, qui est quand même, je trouve, une belle figure de sorcière. Moi, c'est vraiment une sorcière que j'aime beaucoup. On va en reparler après dans la partie analyse. Donc, elle était jouée par Agnès Moorehead, donc qui est née en 1900 et qui est morte en 74. Et elle, en fait, elle s'est retrouvée dans la série parce que elle a rencontré en fait à Bloomingdale's Elizabeth Montgomery et son mari, et apparemment c'est bien passé, et elle a été engagée dans la série. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a été découverte par Orson Welles, et elle a fait énormément de théâtre. Elle a fait aussi quelques films, elle avait eu une nomination aux Oscars. Donc c'était quand même une grande dame. Elle était aussi connue pour sa passion pour la couleur violette qu'elle portait tout le temps, et je crois qu'on l'appelait Lady Violette, il y avait un surnom sur ça. Donc voilà, une grande dame. Alors après, je vais quand même citer les autres acteurs. Là, je vais aller un peu plus vite. Donc dans le rôle d'Alfred Ted, qui est donc le patron de Jean-Pierre, on a David White. Pour le rôle de Tabitha, mais en français, nous, on la connaît sous le nom de Tabitha Stevens. Alors c'était les jumelles Erin et Jan Murphy. Hop. Alors là, ça va faire plaisir, je pense, au Dr Zaius si jamais il m'écoute, mais dans le rôle du papa de Samantha, donc Maurice, c'était l'acteur Maurice Evans, donc que vous connaissez si vous êtes fan de la planète des singes, puisque c'est lui qui joue le Dr Zaius. Si ça, c'est pas fantastique, on a un lien entre ma sorcière bien-aimée et la planète des singes. Ça me fait... Non mais je l'adore, j'adore. Et d'ailleurs dans la série, il se donne un côté un peu Maurice Chevalier. Donc dans le côté, la façon dont il s'habille, un côté un peu musical. Il est très dans le jeu. Il fait français, voilà. Pour le coup, il fait français comme les Américains nous voyaient à cette époque. Ensuite, pour finir, un personnage qui est quand même assez marquant, c'est la tante Clara qui a du mal à utiliser ses pouvoirs, qui est jouée par Marion Lorne. Ensuite, autre personnage importante, c'est Charlotte Kravitz, qui a été incarnée par deux actrices différentes. La première, c'était Alice Pierce, qui a été remplacée en 66 parce qu'elle est tombée malade et elle est décédée. Et elle a été remplacée par Sandra Gould. Voilà un petit peu pour le casting. Alors, ce qu'on peut dire encore au niveau de la production, c'est que la série, elle était tournée dans les studios Warner à Burbank, et apparemment, dans les décors, à côté de la maison des Stevens, il y avait un certain parc avec une certaine fontaine qui, des années plus tard, servira de décor pour le générique de Friends. Et oui, tout se rejoint. Le générique de la série a été créé par Hanna-Barbera, vous savez, le studio qui on doit Scooby-Doo, Captain Caverne, Les Fous du Volant et compagnie. Ce que je peux vous dire, c'est que quand le premier épisode a été diffusé
En 64, ça a fait tout péter niveau audience, ça a hyper bien marché. Et les autres chaînes étaient jalouses, et notamment la chaîne NBC, qui en 65, pour concurrencer un peu Ma sorcière bien-aimée, crée la série Ginny de mes rêves. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un gars qui est dans l'armée, qui est interprété par l'acteur qui jouera après JR dans Dallas, qui trouve donc une espèce de lampe avec un génie dedans, et donc le génie doit exaucer ses vœux. Elle est un peu amoureuse de lui aussi. Enfin, ça reprend vraiment la structure narrative donc de Ma sorcière bien-aimée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui pourrait vous plaire? Hop, attendez que je vous dise tout. Ah oui, au niveau des audiences aussi, donc la série, comme je vous dis, c'était vraiment un gros carton d'audience, mais quand il y a eu le changement de Jean-Pierre, les audiences sont vraiment tombées, parce que les gens trouvaient qu'il y avait beaucoup moins d'alchimie entre le nouveau Jean-Pierre et Samantha, et donc ça avait du mal à prendre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au moment où Dick York voulait quitter la série, Asher donc, et Montgomery avaient envie en fait que la série se finisse à ce moment-là, parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de le remplacer, mais au final la chaîne leur a proposé un contrat qui les intéressait bien, parce que ça les mettait avec plus de pouvoir au niveau de la production, ce qui intéressait beaucoup Elizabeth Montgomery, qui voulait justement profiter de la série pour parler de plein de thématiques qui lui tenaient à cœur, et de façon un peu plus frontale. On peut le voir dans les dernières saisons. Par exemple, je me rappelle un épisode carrément qui parle de racisme, avec la petite Tabitha qui veut être pareille que sa pote qui est noire, puis au final elle se retrouve avec des taches. Enfin, c'était un peu ridicule, mais bon, vous voyez, ça voulait essayer de parler de sujets un peu plus importants. Donc les amis, j'avais oublié de vous signaler un exemple qui était très intéressant pour la série. C'est qu'il y a un épisode où en fait Samantha va être choquée par la façon dont les sorcières sont représentées, parce que son mari doit travailler sur une publicité dans laquelle le client veut la sorcière classique comme modèle. Et en fait elle est très choquée, parce qu'elle se dit mais t'es avec moi, tu connais ma culture, tu sais comment je suis, et tu oses travailler sur ce projet, tu oses participer à ce partage de ce côté un peu caricatural de la sorcière. Et il y a tout un débat sur ça, où finalement son mari se rend compte que effectivement étant avec une sorcière, il peut pas cautionner ce type de représentation. Et encore une fois, je trouve que c'est une excellente métaphore offerte par la série, et c'est une thématique, encore une fois, qui est très moderne et que l'on retrouve maintenant, avec justement les différentes caricatures d'origine, de genre ou autre, et justement le fait que ce sont des choses qui ne peuvent plus passer actuellement. Et encore une fois, la série posait ces questions-là, et on peut aussi le rapprocher de ce fameux thème du racisme dont je vous parlais. Voilà, je vous laisse reprendre le cours de l'émission. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au niveau de la production, les amis? Je crois que je vous ai tout dit. On a dit pas mal de choses. Ah si, je vous ai pas dit, le générique, la musique du générique a été composée par un certain Jack Keller, et apparemment au départ il y avait des paroles qui avaient été écrites, donc le générique aurait dû être chanté, et puis finalement ils ont décidé que ça passait beaucoup mieux sans les paroles, donc finalement elles ont été pas jetées mais mises de côté. Donc voilà un peu pour le décor de la production. Et comme vous le voyez, c'est une série, moi ce qui m'intéresse en la revoyant, c'est que je me suis aperçue que c'est une série qui parle de transition et de chamboulement dans la société américaine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où la série a commencé, on était en 64. On est parti d'une période, rappelez-vous, il y a eu cette fameuse seconde guerre, je rigole, non, je rigole pas. Mais bon, il y a eu cette fameuse seconde guerre mondiale qui avait un peu bousculé la place des femmes. Les femmes s'étaient retrouvées à devoir aller travailler dans les usines, à devoir prendre les choses en main pendant que les hommes étaient à la guerre. Puis, quand la guerre s'est finie et que les hommes sont revenus, on a incité les femmes à retourner au foyer et à être femme au foyer, faire plein de gosses et avoir la maison parfaite. Et quand on arrive justement dans ces années 60 et compagnie,
et ben on a ce côté American Way of Life avec la femme qui tient parfaitement son logis, qui est tirée à 4 épingles, qui attend son mari à la maison avec un verre. Enfin voilà, ce côté un peu utopique. Et on est aussi à une période où, en fait, il y a beaucoup de femmes sur qui ça fonctionne pas. Il y a beaucoup de femmes qui sombraient dans l'alcoolisme, beaucoup de dépression. Et il y avait déjà un petit peu ce vent de révolte qui commençait à monter petit à petit, avec justement les femmes qui avaient envie de s'imposer. Et donc là, on arrive sur Ma sorcière bien-aimée, qui sous l'attrait du sitcom familial, et finalement était assez moderne pour l'époque. Parce qu'elle nous présente donc Samantha et Jean-Pierre qui essayent, tant bien que mal, de se donner l'illusion de ce couple de famille normal tel que la société veut qu'elle soit. Mais on voit au fur et à mesure de la série qu'en fait, c'est pas possible d'être comme ça. Quand on essaye d'être comme ça, forcément, on est malheureux, ça fonctionne pas. Et en fait, pour que un couple fonctionne, il faut que chacun arrive à trouver un espèce d'équilibre. Et ça, c'est quelque chose de vachement novateur pour l'époque. Parce que quand on voyait les autres sitcoms, les choses comme ça, on n'avait pas forcément cette vision-là de la famille. C'est vraiment, la série n'hésitait pas à taper dans ces codes-là et à dire non, ces codes-là ne fonctionnent pas. Dès qu'on essaye de vouloir les faire fonctionner à fond, ça marche pas du tout. Et on le voit très bien dès le début de la série quand Jean-Pierre dit à sa femme je ne veux pas que tu utilises tes pouvoirs, je veux que tu fasses comme n'importe quelle femme. On voit très bien qu'elle peut pas s'y tenir parce que c'est pas possible, et on voit très bien que quand elle essaie de faire ça, ça finit sur le couple qui se dispute, elle qui se sent maltraitée ou des choses comme ça. Et c'est vrai que par exemple quand j'avais découvert la série jeune, moi ça m'énervait, je trouvais que Jean-Pierre était hyper injuste et méchant envers sa femme en voulant l'empêcher de faire ce qui était naturel pour elle, la laisser être elle-même, et je trouvais ça hyper frustrant. Mais vous allez voir qu'en fait, si on regarde bien la série, et si on essaye vraiment encore une fois de rester dans dans le contexte de l'époque, vous allez voir qu'en fait c'est beaucoup plus riche que ce qui ne paraît, et c'est beaucoup plus compliqué. Et l'utilisation finalement de cette figure de la sorcière est plutôt intelligent, parce que finalement la sorcière c'est quoi ? Alors bon, on peut partir du postulat de base que la sorcière, c'est la méchante avec le nez crochu qui embête tout le monde et compagnie. Mais finalement la sorcière, quand on regarde différents textes, différents documentaires, et je vous renvoie encore une fois au documentaire que j'ai cité précédemment des sorcières à Hollywood, la figure de la sorcière finalement c'est une métaphore pour un peu parler de ces femmes qui ne rentrent pas dans des cases, qui ont du mal à rester dans ce que la société aimerait que l'on soit. Donc oui, effectivement, comme je vous le disais, cette utilisation fort habile de la figure de la sorcière est très très bien pour parler justement de cette transition dans la société américaine et de cette confrontation entre cette fameuse American Way of Life et cette nouvelle société dans laquelle les femmes veulent être reconnues et avoir un rôle plus important. Et et la série montre tout ça. Elle montre, en fait, chaque épisode illustre un peu plus le fait que ça ne peut pas fonctionner. Quand on repart un peu dans le contexte, avec ces femmes qui ne travaillaient pas, qui n'étaient là que pour servir leur mari, avoir une maison impeccable et compagnie, souvent elle tombait dans la dépression, elle tombait dans l'alcoolisme, enfin c'était très très dur pour elle. Et la série montre que à chaque fois que nos personnages essayent de se conformer à ce type de vie-là, ça ne fonctionne pas, ça finit avec des disputes, et c'est très lourd pour eux. Et au final, quand Jean-Pierre la laisse être elle-même, quand lui-même va se détacher de ce schéma dans lequel lui-même a grandi. Parce qu'encore une fois, quand on voit par exemple les parents de Jean-Pierre, c'est très vieille société, quoi. Le père qui parle de ses investissements, de son boulot et compagnie, et la mère qui est là pour servir son mari et son fils, qui voit d'un très mauvais œil sa belle-fille et compagnie. Donc
lui, il est le produit de ça, donc il essaye de reproduire le climat, le contexte dans lequel il a vécu, et de lui-même, il voit que c'est pas possible. Donc, encore une fois, c'est hyper moderne de la part de la série de proposer ça, même si elle le fait en utilisant le biais de l'humour et jamais de façon directe pour pas choquer. Elle a quand même réussi à passer ce message de modernité. Et finalement, quand on voit la série maintenant, même sur cette thématique-là, on peut s'y retrouver. Parce que quand on voit par exemple le choc des générations, comment vivaient nos parents, comment on vit nous maintenant, on voit bien que les façons de vivre parfois sont pas forcément hyper bien acceptées par nos aînés ou par la société en général, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent et beaucoup de personnes qui ont envie finalement de vivre comme ils veulent et pas comme on leur dicte. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Autre point intéressant aussi, c'est le fait que Jean-Pierre travaille dans une société de publicité. Il faut rappeler qu'à cette période-là, encore une fois, c'était vraiment la consommation mise à son paroxysme. On disait, pareil, encore une fois, ces pauvres femmes au foyer, ce qu'elles devaient acheter pour être la parfaite épouse. Enfin, c'était vraiment un super emballage. Enfin, il y avait ce côté-là un peu de manipulation. Et le fait qu'on ait Jean-Pierre qui travaille là-dedans et qui ait ces problématiques de se dire est-ce que finalement c'était mieux avant, est-ce qu'il faut pas aussi bousculer ça, eh bien on va l'avoir dans la série quand il va faire justement des campagnes de pub, souvent conseillées par Samantha, parce que souvent il va lui montrer son travail, en discuter avec elle. Et elle va lui apporter des idées, elle va l'aider. Et c'est vrai que quelque part, il va apporter des choses qui sont jamais vues. Souvent, le client va être réticent et puis à la fin de l'épisode, il va dire « Ah mais oui, finalement, c'est bien ». Donc il y a aussi cet aspect-là de transformation de la société via justement le carcan du média qui est la pub, qui est de plus en plus répandu avec les télévisions, avec les journaux, les trucs comme ça. Donc c'est aussi un moyen, un outil finalement de transformation de la société. Et le fait qu'on ait un personnage qui soit à cheval sur les deux et qui travaille dans la pub, c'est aussi une bonne idée. Alors, autre aspect que je voulais aborder avec vous, c'est le fameux Jean-Pierre. Parce que moi, quand j'étais ado, Jean-Pierre, je le détestais. Je trouvais qu'il était frustrant. Pourquoi est-ce qu'il empêchait Samantha d'être elle-même ? Pourquoi il acceptait pas sa famille ? Pourquoi il était tout en train de lui crier dessus ? Je ne comprenais pas. Et je ne comprenais pas pourquoi Samantha restait avec lui. Moi, je me disais, à sa place, j'aurais mis le feu, je serais partie. Et puis voilà, le gars est pas respectueux. Enfin, vraiment, j'avais une sale image. Et en fait, en grandissant, en revoyant la série et en le plaçant dans le contexte, je trouve que c'est pas du tout ça en fait le problème. Le problème de Jean-Pierre, encore une fois, la sorcellerie nous permet cette métaphore, on est dans les années 60. Donc là, la série commence en 64, comme je vous le disais, elle se poursuit jusqu'au début des années 70. Mais on est dans une période qui est la fameuse guerre froide, avec une chasse, vous savez, faite aux communistes. Et donc si on utilise la métaphore de la sorcellerie, Samantha, elle aurait très bien pu dire à Jean-Pierre, écoute, je suis communiste ou je suis d'origine russe et tout. Et si on se place dans cet aspect-là, là, la réaction de Jean-Pierre, je trouve que finalement, elle est logique. Parce que même dans le jeu de Dick York, oui, il peut paraître énervé, mais il y a autre chose qui transcende par derrière, c'est sa peur. Je pense qu'il se fait beaucoup de soucis pour sa femme. Il a peur qu'on découvre ce qu'elle est donc dans la série Sorcière, mais si vous voyez en métaphore, ça pourrait être communiste. Il a peur de ça, et je pense que le fait qu'il s'énerve ou qu'il met tant d'acharnement à lui dire n'utilise pas la magie et compagnie, c'est parce qu'il a peur qu'elle soit découverte et il a peur qu'il lui arrive quelque chose. Et quand on revient dans la série, le personnage de la voisine, oui, on peut le voir avec des yeux en disant « Oh, elle est lourde, qu'elle se met de ses affaires », mais c'est en fait un danger. Elle représente le danger de la société sur Samantha. Parce que ça va être un peu la fameuse chasse aux sorcières que vous connaissez si bien. Mais voilà, ça peut être la chasse aux communistes, ça peut être le truc à plein de choses. C'est-à-dire que elle, si elle voit Samantha donc utiliser ses pouvoirs, elle peut représenter un danger, elle peut la dénoncer et compagnie. C'est-à-dire que dans ce cas-là, Madame Kravitz représente la société qui juge.
Et donc, de ce point de vue-là, son mari a hyper peur pour elle, et c'est pour ça qu'il réagit de cette façon. C'est pas une question de genre tu dois me servir ou je supporte pas que tu sois puissante ou compagnie, parce qu'on le voit dans la série, comme je vous le dis, il lui demande souvent conseil, il lui parle comme à une égale, elle l'aide souvent à résoudre des problèmes, même il la voit supérieure à lui, parce que souvent il va l'implorer de l'aider ou voilà. Et si c'était vraiment une raison machiste, une raison de domination sur elle, bah, je pense que effectivement elle l'aurait pas accepté. Et pourquoi donc Samantha l'accepte et le reste, c'est que je pense que elle fait l'effort de comprendre le point de vue de son mari et elle l'aime. Et de son point de vue, elle, c'est pareil. Quand il y a sa famille qui a du mal à accepter ou qui fait des choses comme ça, elle le défend et elle lui dit souvent tempère-toi, machin, parce qu'il va t'arriver quelque chose, parce qu'elle a peur aussi pour lui. Donc, elle comprend sa réaction et c'est pour ça qu'elle accepte de rester avec lui. Mais à aucun moment, je pense en fait que ce personnage-là est sexiste. Je pense juste qu'il s'inquiète pour elle et au final, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose qu'on ressent tous quand on s'inquiète pour la personne à qui on tient. Donc encore une fois, je trouve ça hyper intéressant et on peut le retranscrire encore à notre époque, ça marche. Ça peut être, vous voyez, les mariages mixtes avec une personne d'une origine différente, avec les mariages... je sais pas moi, les personnes homosexuelles, trans et compagnie, tout ce qui est un peu problématique en ce moment dans notre société. Alors moi, je ne trouve pas ça problématique, hein, je précise, mais je veux dire ce qui peut amener des problèmes. Moi, je comprends qu'on puisse vivre dans la peur quand on voit les réactions hyper agressives de plein de gens. Donc, si on replace si on replace Ma sorcière bien-aimée dans un contexte actuel, Jean-Pierre, encore une fois, on peut le comprendre. On pourrait dire, tiens, Jean-Pierre, il a épousé une femme qui a une autre culture qui est en ce moment jugée. Ça peut être, moi je sais pas, ça peut être un couple, n'importe quel couple n'importe quel couple, on a toujours peur en fait pour la personne avec qui on vit. Et c'est vrai qu'en plus, si on est angoissé, c'est pire. Donc, la réaction de Jean-Pierre, elle est logique quelque part, et encore une fois, ça ne reste pas désuet, parce que c'est des réactions qu'on a tous, peu importe l'époque, quand on se fait du souci pour une personne qu'on aime, peu importe qui elle est, voilà. Après, au niveau, moi j'ai souvent entendu dire, oui, Ma sorcière bien-aimée, ce n'est pas une série féministe, franchement c'est une honte, Samantha et tout. Même moi ado, encore une fois, quand je vous renvoie à ma réaction sur Jean-Pierre, c'est vrai, je me disais quand même, comment ça se fait qu'elle se laisse rabaisser comme ça et tout. Mais non, elle se laisse pas rabaisser. Et encore une fois, sachant que l'actrice principale était très engagée dans ces causes-là, je ne pense pas qu'elle aurait tourné une série qui aurait envoyé le message contraire de ses croyances. Non. On a une série qui propose des personnages féminins forts. Et là, je reviens à Andorra. Andorra, c'est, je trouve, une très belle figure de sorcière. C'est-à-dire que c'est une femme qui n'a pas honte de ses origines, qui assume sa féminité, qui assume ses pouvoirs de sorcière, qui n'en a pas honte et qui ne comprend pas pourquoi elle devrait en avoir honte. Et à aucun moment, elle va se renier, à aucun moment, elle va se rabaisser, elle va dire « oui, je suis comme ça, ça vous pose un problème, c'est votre problème à vous, c'est pas le mien ». Et je trouve le perso hyper intéressant. Le seul défaut qu'on peut lui mettre, c'est qu'elle essaie pas, des fois, de comprendre le point de vue des autres. Et c'est là où ça va être intéressant, ses relations avec sa fille, parce que plein de fois dans la série, elle va lui dire « mais pourquoi tu restes avec ce gars qui te rabaisse ?» Parce qu'elle le voit, voilà, comme moi je le voyais ado, c'est-à-dire le gars qui arrête pas de faire son trouble fait, d'hurler sur tout le monde et compagnie. Et elle lui dit à sa fille, mais je comprends pas, pourquoi tu te laisses maltraiter comme ça et tout, pourquoi tu t'en vas pas. Et encore une fois, c'est des problématiques intéressantes et des choses que si on le remettait dans un contexte, ça peut être une mère qui s'inquiète pour sa fille parce qu'elle a l'impression que peut-être sa fille se fait maltraiter, voire violenter par son mari, de son point de vue à elle. Ça peut être encore une métaphore de ça. Donc on comprend le point de vue
on comprend le point de vue d'Andorra. Après, ce qui est intéressant, c'est que sa fille en face lui explique, elle essaie de lui expliquer tout dans la série, que non, le problème c'est pas ça, c'est que le problème c'est qu'elle est avec quelqu'un qui a des angoisses, qui a du mal à gérer, qui les gère en lui disant cache-toi, je veux pas qu'il t'arrive quelque chose, mais si on regarde Samantha, à aucun moment elle dénigre sa nature profonde ou elle a honte d'être sorcière. À aucun moment. Elle fait attention parce qu'elle sait quelles sont les problématiques de cette société humaine, alors que sa mère, elle vit en dehors, donc elle ne connaît pas les cases, donc c'est pas pareil. Mais elle sait quelles sont les problématiques et elle est intelligente. Donc elle va pas courir en hurlant je fais une sorcière. Non, elle est intelligente. Elle sait que son mari il s'inquiète, elle le laisse dire oui gna, mais on le voit tout autour de la série. Quand elle a un problème, qu'il y a un truc qui va pas, qu'elle en a marre, elle utilise ses pouvoirs. Elle utilise ses pouvoirs pour aider son mari aussi. Elle utilise son pouvoir pour aider son prochain. C'est un personnage de femme forte. Elle peut tout gérer. Elle gère sa nature de sorcière. Elle gère son foyer. Elle gère ses enfants. Mais à aucun moment elle va arrêter d'être elle-même, et c'est pas parce que elle va utiliser ses pouvoirs d'une façon différente que ça veut dire que elle rejette son héritage, et c'est ce qu'elle essaye d'expliquer à sa mère. Après, encore une fois, c'est un problème de génération, mais pareil, Andorra, on peut pas dire du tout que c'est un perso soumis ou autre, quoi. Je veux dire, à aucun moment elle se laisse dominer par un perso masculin. Même le père de Samantha, voilà, elle le domine. Je pense que ça peut être un archétype, par exemple, de couple divorcé, ce qui à l'époque était pas encore quelque chose de très fréquent. Donc ça peut aussi accentuer le côté un peu oula, ils sont louches, la famille de Samantha, et expliquer par exemple le point de vue des parents de Jean-Pierre qui la voient d'un mauvais œil parce qu'elle est issue d'un foyer brisé, par exemple. Donc il y a plein de problématiques intéressantes, et même par la suite quand Elizabeth Montgomery donc joue le personnage de sa cousine Serena, et ben c'est un autre aspect justement de la femme qu'on voit, c'est que ça arrive à peu près au moment où il y a tout ce mouvement un peu hippie, un peu de libération de la femme, et Serena incarne la femme libérée, la femme justement qui est là pour pas mettre le feu à la société, mais pour un peu finir de déranger les choses et dire non, maintenant c'est plus comme ça, nous les femmes on s'assume, on fait ce qu'on veut, et puis tant pis pour vous si vous aimez pas. Et on le voit souvent, c'est un personnage qui va choquer la vieille génération, incarnée encore une fois par la voisine. Donc la série, elle a beaucoup de messages positifs, je trouve, que ce soit envers les femmes, que ce soit envers la société, que ce soit envers plein de choses, quoi. Vraiment, c'est une série qui est hyper positive, qui va vous parler de racisme, qui va vous dire que non, en fait on est tous égaux, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, il faut juste trouver un moyen de pouvoir vivre tous ensemble. Et encore une fois, c'est positif. À aucun moment la série, en fait, elle va juger. Les seuls persos qui jugent, finalement, ce sont les persos qui sont enfermés eux-mêmes dans des sentiments négatifs, comme Jean-Pierre avec sa peur, comme les personnes enfermées dans les vieux principes de société, comme Andorra enfermée dans sa propre éducation et qui a du mal, en fait, à voir et à accepter une autre éducation. Mais toute la problématique de la série, au final, c'est comment apprendre à vivre ensemble, comment accepter les différentes cultures, comment accepter les personnes telles qu'elles sont et arrêter de les diaboliser. Et encore une fois, c'est une très très bonne utilisation de la figure de la sorcière, parce que pour une fois, la sorcière n'est pas utilisée de façon négative. C'est vraiment la sorcière comme une célébration de la féminité, une célébration positive, voilà, une célébration de la nature. Et c'est pour ça que au final, j'aime beaucoup Ma sorcière bien-aimée, et je suis bien contente de l'avoir revue à différentes époques de ma vie, et au fur et à mesure de ce que je découvrais, que ce soit au niveau historique, que ce soit au niveau d'autres choses que j'ai lues et tout, d'arriver finalement à voir l'essence de cette série-là. Et c'est pas pour rien qu'elle est culte, parce que c'est une série qui est intemporelle. Même si elle se passe dans les années 60, ses thématiques sont toujours d'actualité. Et je trouve que ça fait un bien fou de la revoir. Et vraiment,
profitez, là, ça repasse sur Sister, à mon avis, ils vont les repasser plusieurs fois, mais profitez-en pour vraiment la découvrir ou la redécouvrir. Vous voyez, là, j'ai même pas fait de partie spoiler parce que c'est pas une série avec des gros twists et des choses comme ça. Mais j'ai vraiment envie de vous pousser à la redécouvrir parce que c'est un petit bonbon, cette série. C'est vraiment un truc que vous allez regarder sans prétention, mais qui est hyper riche dans ses thématiques, dans ses personnages. En fait, je les trouve hyper bien écrits, hyper bien interprétés. Et voilà, vraiment, je vous jure, je suis très très contente d'avoir redécouvert la série. Et je suis très contente de nous avoir proposé ce petit épisode, parce que c'est vrai que quand je suis toute seule, bah finalement ça passe plus vite. Il n'y a personne pour m'arrêter, à part les problèmes techniques, hein, où je vous raconte ma vie, mais sachez que j'ai dû enregistrer 2 fois le truc parce que j'ai fait une mauvaise manip. Donc voilà, c'est foutu. Mais bref, voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir la série. Alors, pour finir, quand même, quelques petites infos sympathiques. Au niveau, si vous voulez faire comme Samantha et bouger vous-même votre nez, petit tips, en fait l'actrice a révélé que ce n'était pas le nez qu'elle bougeait, mais la lèvre supérieure qu'elle agitait, et donc en agitant la lèvre supérieure, et bien votre nez bouge. J'ai testé, ça fonctionne. Donc voilà, vous pourrez épater vos amis en soirée. Après, pour finir un peu sur le côté technique de comment étaient faits les sorts et compagnie, eh bien en fait c'était pas du tout comme maintenant, c'est-à-dire que l'actrice, elle prenait la pause pour initialiser son sort, puis elle devait rester immobile tout le long où les techniciens déplaçaient un objet ou faisaient autre chose, pour éviter les faux raccords. Alors des fois, quand c'était long, si par exemple ça devait être des objets d'une pièce qui devaient disparaître, elle avait des cales qu'on lui posait pour justement qu'elle puisse poser ses bras et pas trop se fatiguer. Mais bon, vous verrez que c'était pas tip top, hein, comme système, parce qu'il y a quand même des faux raccords des fois. Après, il y avait des systèmes de fils pour faire bouger des objets ou autre, mais c'est vrai que c'était des effets pratiques. Ça demandait du temps et c'était pas facile. Au niveau de la série, pour terminer, il y avait un projet de suite qui devait mettre en vedette Tabata et reprendre justement une des 2 actrices qui interprétait le rôle. Finalement, ça n'a pas marché. Et pour les 50 ans de la série, il y avait un autre projet qui devait se faire, qui aurait dû mettre en avant la petite fille de Samantha. Et au final, ça n'a pas fonctionné non plus. Par contre, vous pouvez par exemple voir le film Ma sorcière bien-aimée, réalisé par... alors, attendez, hop, que je vous dise pas de bêtises, parce que j'aime beaucoup cette réalisatrice. C'est Nora Ephron, donc qui est une grande spécialiste des films, des comédies romantiques, par exemple avec Meg Ryan, comme... je trouve plus le nom. Nuit blanche à Seattle, par exemple, qui a fait Vous avez un message, que j'aime beaucoup. Enfin, elle a fait plein de films. C'était une chouette réalisatrice qui nous a quittés. Mais bon, voilà, le film, par contre, il met en vedette Nicole Kidman, Will Ferrell et Shirley MacLaine. Et en fait, le film raconte le tournage du film Ma sorcière bien-aimée. Et il se trouve que l'actrice qui va jouer Samantha Stevens est en fait une vraie sorcière. Voilà le postulat de base. Bon, le film est ce qu'il est, il est pas désagréable à regarder, mais c'est pas non plus extraordinaire. Nicole Kidman est pas trop mal dans le rôle, mais j'avoue que elle arrive pas à la hauteur quand même d'Elisabeth Montgomery, qui avait vraiment cette lumière en elle. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui fait que dès qu'elle était là, ça fonctionnait. Même les trucs les plus ratés de la série, elle les faisait fonctionner. Je sais pas, il y avait vraiment un truc, on y croyait que c'était une sorcière. Ça marchait super bien. Donc voilà, après sachez que la pop culture, bien sûr, comme d'habitude, a rendu beaucoup d'hommages à cette série culte. Dans Charmed, il y avait un hommage. Plus récemment, WandaVision, qui a rendu un très très bel hommage à cette sitcom. Tout le début de la série, je vous renvoie, mais même je trouve qu'en matière de thématique, WandaVision, finalement, poursuit un certain héritage de Ma sorcière bien-aimée. Et je trouve que quelque part, on pourrait le voir comme une suite. Et ça reste pour moi une des choses que je préfère chez Marvel Studios. Voilà, et puis je trouve que l'actrice, la petite Olsen là qu'il y a dedans, je trouve qu'elle a quelque chose, elle a un truc
qui m'a fait penser à Elizabeth Montgomery. Donc je trouve qu'il y a un très très bel héritage. Donc si vous n'avez pas vu cette série, moi je vous la conseille, c'est disponible sur Disney+. On avait fait des petits récaps dans Comics Discovery, si vous voulez écouter aussi en parallèle. Donc voilà pour ma sorcière bien aimée. Alors j'espère que j'ai rien oublié, mais vu que j'ai dû refaire l'épisode. Mais écoutez, s'il manque des choses, on pourra toujours continuer à en discuter tous ensemble sur les réseaux sociaux, sur notre Discord. Donc les réseaux sociaux, vous tapez James et Faye si vous voulez retrouver l'ensemble de nos programmes. C'est le plus simple, hein. Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez aussi le Discord. Vous pouvez retrouver l'invitation dans la description de l'épisode, mais également sur notre site internet. Voilà. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me faire un petit retour sur cet épisode. Ça me fera très plaisir parce que c'est jamais facile de faire des émissions toute seule. Mais j'avais vraiment envie de parler de cette série avec vous et de la remettre en avant et de vous montrer à quel point elle est géniale et à quel point ça fait du bien au moral. Voilà, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine émission et je vais arrêter de faire des sous-entendus sur ce qu'il y aura parce qu'au final, c'est la folie. On part sur d'autres choses, donc on ne sait pas. Mais écoutez, il y aura des indices de toute façon parce que je trouve ça marrant à faire. Et puis je vous remercie de participer à chaque fois. Ça m'amuse beaucoup de lire vos réponses. Il y a des gens qui sont très très forts d'ailleurs. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!